Novembre 2024, à La Haye, aux Pays-Bas. Dans une salle d'Europol, des enquêteurs venus de toute l'Europe écoutent Médusé. L'agent de liaison du FBI qui vient de prendre la parole vient de révéler l'existence d'une unité secrète au sein de l'agence américaine baptisée Groupe 78 et qui opère depuis des mois en dehors de toutes les lois pour frapper au cœur les groupes de ransomware russes. Quelques jours plus tard, même scène à Eurojust, l'agence de coopération judiciaire. Des magistrats européens, procureurs et juges d'instruction assistent à la même présentation, partagée entre incrédulité et sidération. Ils peinent à croire ce qu'ils ont entendu. Une unité fantôme du FBI mènerait des opérations clandestines depuis les États-Unis et jusque sur le sol russe, au beau milieu d'enquêtes judiciaires conduites avec les grandes agences européennes. Ce sont les journalistes du journal Le Monde et du quotidien allemand Die Zeit qui révèlent les coulisses de cette histoire et décrivent les méthodes employées par les Américains pour lutter contre le crime organisé à l'échelle mondiale. Entre méthode de barbouze et clandestinité, je vous emmène au cœur du groupe 78, l'unité fantôme du FBI. Alors, vous ne faites peut-être pas partie d'une unité clandestine américaine, mais avant de continuer, j'ai un message pour celles et ceux qui veulent en apprendre plus sur la cybersécurité et le hacking. Une plateforme qui permet d'acquérir de vraies compétences en hackant de véritables cibles. Il s'agit de TryHackMe, sponsor de cette vidéo. Avec plus de 5 millions d'utilisateurs, c'est la plus grande plateforme immersive et interactive pour mettre un pied dedans. Et peu importe que vous soyez un débutant complet ou que vous ayez déjà un bon niveau, vous pouvez apprendre ou approfondir vos connaissances pour comprendre comment hacker des sites, vous défendre et enquêter sur de véritables attaques en ligne. Et bien sûr, tout est fait de manière légale. Pendant les tutos, vous allez vraiment hacker des sites ou enquêter sur des attaques sur des serveurs hébergés par TryHackMe. Regardez, voici l'un de leurs challenges OSINT pour vous former à enquêter en ligne en source ouverte. Sur le premier exercice, je dois télécharger une image et trouver les indices pour répondre aux questions. Je vais commencer par inspecter les métadonnées de l'image. Et là, je récupère un pseudo. Donc j'effectue une recherche sur Google et je trouve un profil Twitter. Et dessus, je trouve la réponse à la première question, l'avatar est un chat. Je reviens en arrière et je clique sur le dépôt GitHub et dans la section README, je trouve une ville et un email ainsi qu'un site internet. Et voilà, je retourne sur l'exercice et je rentre mes premières réponses pour voir si elles sont bonnes. C'est hyper accessible et ludique et je peux vous assurer qu'en fait vous apprenez beaucoup. Vous voyez l'idée et il y en a énormément d'autres variés pour tous les niveaux, attaque par injection, attaque avec de l'IA, faille logicielle. Et si vous êtes sur un module complexe, vous pouvez faire appel à Echo, le tuteur IA de TryHackMe. Il agit comme un coach qui connaît tout par cœur et vous aide à progresser. Je vous conseille vraiment de tester quelques rooms gratuites pour voir comment ça fonctionne avec mon lien en description. Et si vous voulez aller plus loin, utilisez mon code Christophe25, vous aurez moins 25% sur l'abonnement annuel. On ne sait pas qui a fondé le groupe 78 au sein du FBI, on ne sait pas depuis quand il agit, ni quelles sont ses motivations politiques exactes. Le nom de l'unité composée d'agents fédéraux était inconnu jusqu'alors et il reste très énigmatique. A-t-il été mis sur pied lors du mandat de Joe Biden ou existait-il bien avant? Quand l'agent de liaison du FBI déroule devant ses homologues européens les faits d'armes du groupe 78, la stupeur est palpable chez les enquêteurs français, italiens, belges ou encore allemands et chez les magistrats. Ce n'est pas l'existence d'opérations clandestines qui les surprend. Ils savent depuis longtemps que la frontière entre renseignement et judiciaire se brouille à l'international, que des agents infiltrent, observent et agissent dans l'ombre. Ce qui les agace, c'est d'apprendre que le groupe 78 a frappé au cœur de cibles classées prioritaires dans des enquêtes pénales en cours, au risque de ruiner des années de travail. S'ils n'avaient jamais soupçonné cette unité, pourquoi la révéler maintenant? Pourquoi dévoiler d'un coup son existence, ses méthodes et ses résultats? Le groupe 78 a une mission. Traquer les groupes de cybercriminels russophones bénéficiant d'une protection sur le territoire russe, les pousser à se dévoiler, à quitter leur zone d'immunité pour se réfugier dans des États où ils tomberaient enfin à portée des agences internationales. Le FBI leur dévoile sa cible principale, le gang Black Basta. Black Basta, c'est le nom d'un gang de rançongiciels, une organisation criminelle qui développe ou loue des malwares conçus pour chiffrer les systèmes d'une victime, voler ses données, puis exiger une rançon à la fois pour la clé de déchiffrement et pour éviter la publication des fichiers dérobés. La plupart de ces groupes fonctionnent de la manière suivante. D'un côté, les développeurs des logiciels malveillants, et de l'autre, des affiliés qui conduisent l'intrusion et la mise à sac du réseau. Et parmi les plus connus, peut-être que vous avez déjà entendu ces noms, il y a Logbit, crédité de milliers d'attaques et de plusieurs milliards de dollars extorqués en quelques années. Repéré en 2022, Black Basta appartient pleinement à toute cette galaxie de ransomware. Les analyses techniques permettent de décrire ce groupe comme russophone et vraisemblablement basé en Russie, avec des liens supposés avec d'anciens membres du groupe Conti. Sa signature est la double extorsion, exfiltration massive des données,
puis chiffrement coordonné et chantage public. Le mode opératoire suit la grammaire des rançongiciels de haut niveau. Accès initial par hameçonnage ou achat d'identifiants, usage d'outils légitimes d'administration à distance, élévation de privilèges, exfiltration, puis déploiement du chiffrement. Et les dégâts sont considérables et les victimes se comptent des deux côtés de l'Atlantique. Les estimations évoquent plus de 520 organisations touchées, dont des entités critiques dans la santé ou la défense, avec des rançons pouvant grimper jusqu'à plusieurs millions, et parfois même au-delà du million d'euros payés par attaque, et un butin cumulé de l'ordre de la centaine de millions de dollars. En France, des entreprises comme Oralia, puis H-Tube, NVA, Dupont Restauration ou Baccarat sont touchées. De quoi irriter les services judiciaires spécialisés du monde entier et déclencher des enquêtes d'envergure internationale pour stopper leur ascension et si possible en traduire les membres en justice. Alors, les traduire en justice, ça faisait pas vraiment partie des motivations du groupe 78. Dans l'ombre d'une guerre numérique qui se joue désormais à l'échelle mondiale, leurs actions s'inscrivent dans la droite ligne de la doctrine américaine actuelle en matière de cybercriminalité, à savoir imposer des coûts, le plus de dégâts possible aux adversaires. Pour les dissuader, donc avec démantèlement des infrastructures, sanctions économiques et opérations de hacking défensif menées par le Cyber Command, quitte à se fâcher avec ses partenaires en opérant en dehors de tout cadre légal. Il y a un an, Black Basta encaisse une série d'ennuis assez inattendus. À la mi-décembre 2024, une source anonyme se présentant comme Mirael contacte deux journalistes spécialisés en cybersécurité, Hakan Tenriverdi en Allemagne pour Paper Trail Media et Valérie Ries-Marchive en France pour le Magité. Se disant proche du gang, la source propose d'en savoir plus sur Trump, le leader des Black Basta. Les journalistes sont intrigués et s'interrogent sur les intérêts de ce Mirael et le soupçonnent d'être un faux-né des autorités américaines. Il ne parlait qu'aux horaires de bureau américains et utilisait du jargon juridique assez inhabituel pour un membre de la pègre russophone. Et peut-être un membre du FBI, un membre du groupe 78. La source finira par leur transmettre des documents internes au gang contenant l'information décisive, l'identité du leader de Black Basta connu sous le pseudonyme Trump. Et suivi depuis des années par les deux journalistes qui le connaissent bien et qui enquêtent sur ces groupes, ils découvrent que Trump, passé par Revile puis Conti, d'autres groupes de ransomware, se nomme en réalité Oleg Nefedov, une identité qui n'avait pas été établie publiquement jusque-là. Le profil de Oleg Nefedov, alias Trump, se révèle. Né en 1990, il vit une vie de golden boy du ransomware. Il investit dans des bars lounge à l'international, possède plusieurs bolides comme des BMW X6 ou des Mercedes AMG. Et surtout, il brasse d'importants volumes de crypto avec des portefeuilles garnis à environ 2000 bitcoins, estimation faite en 2023. Le 21 juin 2024, il se passe un événement très surprenant. Oleg a bien failli finir entre les mains du FBI. Ce jour-là, à 11h du matin, il est arrêté par la police à Erevan, la capitale arménienne, alors qu'il se trouve sur American Street, une rue qui ne mène qu'à l'ambassade des États-Unis. Oleg faisait l'objet d'une notice rouge d'Interpol. Eh bien, vous n'allez pas me croire. Mais miraculeusement, il va échapper à l'extradition vers les États-Unis et être remis en liberté parce que la décision de son placement en détention n'avait pas été transmise par le procureur arménien dans le délai de 72 heures prévu par la loi. Et en juillet 2024, Trump réapparaît en ligne, affirmant avoir échappé à l'extradition grâce à des soutiens de très haut rang en Russie, faisant directement allusion à sa protection assurée par Vladimir Poutine. Est-ce que les agents russes ont fait plier les autorités arméniennes pour mettre le cybercriminel Oleg Nefedov à l'abri à Moscou? L'histoire ne le dit pas. Déjà très affaibli, l'année 2025 s'annonce bientôt fatale pour Trump et les membres de Black Basta. Le 11 février 2025, un compte Telegram fraîchement créé, Exploit Whisper, déverse plus de 200 000 messages issus des canaux de discussion interne de Black Basta, couvrant la période septembre 2023 à septembre 2024. Et la matière brute obtenue est incroyable. Échange opérationnel, consignes techniques, suivi d'intrusion, récapitulatif de paiement, mais aussi fragments d'organigramme, correspondance entre pseudonymes et rôles, liste de victimes et de cibles, et des éléments présentés comme corroborant l'identité de Trump en Oleg Nefedov. Dans le même élan, Exploit Whisper distille des informations destinées à semer le doute dans le gang. Et une de ces informations soutient que Black Basta aurait eu des ennuis en Russie après avoir ciblé des banques russes. Et là-dessus, il n'y a aucune confirmation indépendante qui vient parler de cet épisode, mais en revanche, l'effet recherché est très clair. Instiller le doute sur la solidité des protections par les autorités russes, faire planer l'idée d'un retrait d'appui, fissurer la cohésion du groupe et pousser certains membres à quitter le territoire russe pour se mettre à l'abri ailleurs. Et de préférence, apporter des agences internationales. Et quant à Mirael, il ne donnera plus signe de vie le lendemain de la fuite d'informations.
et il ne nous en faut pas plus pour soupçonner les agents fantômes du groupe 78 d'être à la manœuvre. Il semblait disposer de ces informations bien avant la réunion de La Haye, et l'enchaînement des fuites laisse penser qu'il cherchait un vecteur public, donc des journalistes crédibles, capables de documenter, pour exposer l'identité d'Oleg Nefedov et cartographier le noyau de Black Basta. La logique est cohérente avec leur mode opératoire hors des sentiers habituels. Créer un choc d'opinion documenté, puis laisser l'écosystème judiciaire et les partenaires internationaux s'en emparer. Si le FBI a pris soin en novembre 2024 d'informer Europol et Eurojust de l'existence de son unité fantôme du groupe 78 et de ses actions contre des gangs de rançongiciels en ciblant notamment Black Basta, ce n'était pas par courtoisie, c'était pour cadrer leur récit et soulever le moins d'interrogations possible pour ce qui suivra et que nous connaissons désormais. Cette unité clandestine du FBI, le groupe 78, opère dans une zone grise. Rappelons que le FBI, agence fédérale de sécurité intérieure, n'a aucun pouvoir de police en dehors des États-Unis et ne peut agir à l'étranger que via la coopération internationale avec les autorités locales. Certainement pas pour conduire des opérations clandestines, a fortiori en Russie. Ce que l'on perçoit en revanche, ce sont des méthodes à la frontière de la légalité menées hors mandat judiciaire. Déjà, on peut raisonnablement admettre l'usage combiné de l'infiltration et du hacking offensif. La fuite des communications internes de Black Basta suppose un accès non autorisé au système ou aux messageries du gang, soit par l'entremise d'un agent humain, donc une source, un agent double, soit via une compromission à distance des serveurs ou d'espaces de stockage. Dans tous les cas, le FBI ou un partenaire a obtenu des données privées, en l'occurrence des historiques de chat et des éléments d'organisation, ce qui caractérise une opération intrusive, préalable à toute divulgation. Et au-delà de l'aspect technique, tout indique des actions d'influence destinées à déstabiliser le groupe. L'emploi d'une identité de couverture, donc par exemple Mirael, pour approcher la presse et structurer un récit publiable, relève d'une méthode classique du renseignement. La séquence autour d'Exploit Whisper s'inscrit dans la même logique. Publier des messages suggérant que Black Basta aurait franchi une ligne rouge en visant des intérêts russes afin d'instiller le doute sur la solidité de ses protections par les autorités. Et l'effet recherché est assez clair. Alimenter la méfiance interne, faire naître l'idée que même la Russie n'offre plus d'asile sûr à ses membres, pousser à l'erreur opérationnelle au départ vers des juridictions plus coopérantes. Et ce registre d'intoxication et de désinformation stratégique est courant dans les opérations d'espionnage. Il est en revanche atypique dans le cadre d'enquêtes pénales classiques. Sur le plan juridique, faire circuler des informations trompeuses ou manipuler des cibles, ça reste controversé s'il s'agissait d'actes placés sous l'égide d'une procédure judiciaire. Mais ici, l'action restant clandestine, la question se pose surtout au regard de l'esprit, cadre légal, plutôt qu'au titre d'un contrôle juridictionnel par des magistrats. Bon, évidemment, vous vous en doutez, il y a d'autres techniques qui peuvent être un petit peu plus sales, comme la coercition physique ou des actions clandestines assez violentes. Certains documents et témoignages ont laissé planer l'idée de moyens violents ou illégaux pour atteindre des objectifs sans que l'on puisse en attester. Si l'on parle de cyberopérations perturbatrices, donc effacement de données criminelles, neutralisation d'infrastructures, on demeure dans la sphère numérique. Mais des interlocuteurs européens ont craint un temps que soient envisagées des manœuvres plus musclées, y compris des arrestations opportunistes en territoire hostile. À ce stade, il n'y a aucune preuve solide qui étaye ces hypothèses, mais un échange parmi les chats divulgués mentionne l'interpellation brutale d'un membre de Black Basta en septembre 2024, suivi d'une libération sans motif explicité. Impossible de dire s'il s'agissait d'une opération clandestine avortée et liée à l'unité clandestine Groupe 78 ou d'une simple coïncidence. Quoi qu'il en soit, la perspective de voir des agents américains commettre à l'étranger des infractions pénales, enlèvement, intrusion et sabotage, au nom de la lutte contre le cybercrime, est juridiquement explosif. On basculerait dans l'illégalité au regard du droit international et très probablement du droit américain lui-même, qui encadre strictement l'action des agents fédéraux hors du territoire. On peut légitimement soupçonner que certaines de ces lignes aient déjà été franchies. On pourrait y voir un mal pour un bien, lorsqu'il s'agit de neutraliser des groupes visant des hôpitaux, mais les magistrats européens ont été assez clairs. Ils n'entendent pas cautionner de telles méthodes, même si le résultat, in fine, est l'arrestation de criminels. Ce qui est certain, c'est que les policiers européens et les magistrats n'ont clairement pas vu d'un bon œil cette initiative. Les remous se sont fait sentir dans toute l'Europe, notamment sur le plan de la confiance, car ce type d'action totalement borderline peut mettre en péril des années d'enquête. Le parquet de Paris a reconnu avoir assisté à la réunion, avoir été informé de l'existence du groupe 78 et avoir formulé une protestation auprès des instances concernées. Mais bon, je pense que sur le terrain, c'est assez difficile de s'opposer au FBI, même pour le parquet de Paris. Sur le plan de l'efficacité, le bilan à court terme de l'action du groupe 78 contre Black Basta peut être considéré comme un succès tactique. En quelques mois, par des moyens détournés,
un des plus gros gangs de ransomware, a été réduit au silence. Privés de leurs outils et de leur anonymat, les cybercriminels de Black Basta ont perdu l'initiative. Et ce résultat, que des années d'enquête classique n'avaient pu atteindre, a de quoi impressionner. Les services américains viennent de faire une entrée fracassante dans le paysage, avait constaté un policier européen lors de la présentation. En outre, la masse de renseignements tirés de la fuite constitue une mine d'or pour les experts en cybersécurité du monde entier. Les chat leaks de Black Basta ont permis aux défenseurs d'apprendre en détail le fonctionnement interne d'une organisation de ransomware, ses outils de prédilection, ses failles éventuelles, et même d'établir des liens entre différentes cyber-équipes clandestines. En ce sens, le coup porté par Groupe 78 a aussi des bénéfices collatéraux pour la communauté de la sécurité informatique en éclairant d'un jour nouveau l'écosystème criminel. Cependant, si on examine l'efficacité à long terme et globale, le tableau est beaucoup plus nuancé. Déjà, aucun criminel arrêté. Malgré la désorganisation de Black Basta, à ce jour, aucun membre majeur de ce gang n'a été arrêté ou traduit en justice suite à l'opération. Oleg Nefedov, identifié comme chef, reste introuvable. Plusieurs éléments publiés sur le net laissent à penser qu'il est non seulement toujours actif, mais que le gang s'est reformé d'une autre manière sous un autre nom, comme c'est souvent le cas. Les fuites d'informations n'équivalent pas à des arrestations. On peut donc parler d'un succès défensif, mais pas d'un succès judiciaire complet. Certains critiquent ainsi une victoire à la Pyrrhus. On gagne du temps, mais les individus dangereux courent toujours. Sur un autre plan, on trouve aussi le risque de dispersion ou de résilience. En démantelant Black Basta de façon informelle, on n'empêche pas ses membres de se recomposer sous une autre bannière. Et du coup, l'histoire des ransomware montre une forte résilience. Les groupes se fragmentent et renaissent. Il est tout à fait possible que d'ex-membres de Black Basta aient rejoint ou formé d'autres groupes en 2025, plus difficile à tracer. Et l'effet de l'action du groupe 78 pourrait donc être temporaire, forçant les criminels à s'adapter, mais non à renoncer. Et pour finir, il faut penser à l'impact sur la coopération internationale. L'efficacité de la lutte contre le cybercrime dépend beaucoup de la confiance entre partenaires. Or, comme on l'a vu, le groupe 78 a entamé la confiance de certains Européens envers les Américains. À l'avenir, ça pourrait freiner les échanges d'informations ou la constitution d'équipes communes, de crainte que l'un des partenaires n'agisse de son côté. Par exemple, un magistrat européen pourrait hésiter à inviter les Américains dans une task force s'il redoute qu'ils mènent en parallèle une opération clandestine perturbatrice. Et ce déficit de confiance serait contre-productif et affaiblirait la réponse collective au cybercrime. En définitive, les méthodes du groupe 78 ouvrent le débat entre efficacité et coût. Oui, elles peuvent infliger des coups rapides à des criminels. Et c'est tentant face à l'urgence d'attaque contre des hôpitaux. Mais à quel prix juridique et stratégique ? Dès qu'un groupe comme le groupe 78 apparaît, c'est fini pour nous, confie un enquêteur européen, signe que, pour des praticiens de terrain, des enquêteurs, ces procédés risquent de compromettre la coopération et la judiciarisation sur le long terme. D'autres, plus pragmatiques, admettent qu'en l'absence d'alternative, bah oui, il faut parfois franchir la ligne jaune, pour débloquer des dossiers figés par les géopolitiques. Mais ce que ça signifie, c'est qu'au fond, l'affaire fait dangereusement basculer la coopération judiciaire vers l'espionnage. Et ça, c'est une zone grise qui inquiète fortement. Elle met aussi en lumière un vide juridique et opérationnel dans lequel Washington s'est engouffré. Mener des opérations d'entrave directe n'était pas jusque-là un scénario assumé au grand jour. À présent, la balle est dans le camp des décideurs. Est-ce qu'on va tracer des nouvelles lignes rouges ou entériner tacitement ces pratiques de barbouze ? Le FBI a refusé de commenter ces révélations et encore moins de confirmer l'existence du groupe 78. On ignore si cette unité est toujours active. Aucune réaction officielle notable de la Maison-Blanche ni du Department of Justice n'a suivi et il n'y a pas à ce jour d'audition publique connue au Congrès spécifiquement consacrée au groupe 78, même si la question de la légalité d'opérations offensives à l'étranger pourrait intéresser des commissions chargées de la supervision du FBI ou du renseignement. Reste une question. Combien d'unités clandestines du FBI opèrent au-delà des frontières américaines ? Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci à son partenaire, TryHackMe. Retrouvez en description les liens pour vous former à la cybersécurité et pensez à liker et à partager cette vidéo. N'oubliez pas, l'erreur se trouve toujours entre la chaise et le clavier.